Donc aujourd'hui, on m'a demandé de faire les cellules de l'allergie. Alors, on ne va pas faire les cellules de l'allergie, on va en prendre une qui nous intéresse a priori tous, qui est le mastocyte. Et puis, on va essayer de voir ce qu'il y a de vraiment nouveau, très intéressant pour nous permettre de comprendre l'expression des pathologies qui sont liées à l'activation des mastocytes. Alors, pour ne pas l'oublier à la fin, je commence par présenter le groupe. Nous sommes à Lyon. Ça, c'est le service clinique. C'est un service d'allergologie et d'immunologie clinique, c'est comme ça qu'il s'appelle. Nous sommes pratiquement tous dermatologues dans le service. Et nos spécialités, c'est l'allergie aux médicaments et les maladies dermatologiques inflammatoires qui comprennent les maladies allergiques. Et puis, moi, je suis particulièrement responsable d'une équipe INSERM qui est ici. Et on a une structure donc, de recherche clinique et translationnelle qui est dans le service. Donc ici, pour cet exposé, c'est Frédéric Bérard en particulier, Audrey Nussbaum et Florence Saccard qui sont les spécialistes de ce que je vais discuter avec vous. Et puis je suis obligé de présenter la photo du Dufral Maghreb 2018. Donc je ne sais pas à la fin si on a le temps. Je vous parlerai du Dufral Maghreb, mais ça c'est la photo donc, qui avait été prise à Lyon au mois de septembre. Vous reconnaissez le président de la Tuforcal au premier rang, et puis Jean-Paul Dumur qui doit être quelque part par ici, et on avait donc pas mal de représentants de médecins allergologues du Maghreb, donc des 3 pays. On en parlera après si vous voulez, puis moi je pourrais répondre à vos questions. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des bêtises. Alors, on ne va pas commencer par ça. On va commencer par ça. On parle de mastocytes. Alors, bien sûr, hein, moi je suis dermatologue, donc je vais surtout vous montrer des images de peau. Mais quand les mastocytes s'activent dans le poumon, vous appelez ça bronchospasme, crise d'asthme, je pense que vous dites comme ça. Quand ça s'active dans le tube digestif, on appelle ça diarrhée-vomissement, enfin, syndrome d'activation mastocytaire, on va en parler aussi. Donc, ça, c'est pour introduire vraiment la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle allergie et ce qu'on appelle hypersensibilité non allergique. Donc on est en train de discuter de cette jeune femme qui a fait au 3e jour d'un traitement, c'est l'exemple, hein, ça va changer, 3e jour d'un traitement par amoxicilline, elle a pris 1 gramme à 7h du matin, elle a fait une urticaire à 7h30, mais c'est une urticaire qui est isolée, il n'y a aucun, c'est ce qu'on appelle un grade 1, hein, l'anaphylaxie. À votre avis, c'est allergique, c'est-à-dire c'est une activation mastocytaire qui passe par des IgE spécifiques d'amoxicilline, ou c'est une hypersensibilité non allergique, c'est-à-dire c'est une activation mastocytaire qui ne passe pas par IgE. Alors qui vote pour l'allergie? Vous avez le droit, hein? Qui vote pour hypersensibilité non allergique? Qui s'abstient? Donc, ça ne peut pas être allergique. Voilà. Alors, ce qu'on va discuter, c'est qu'à partir du moment où vous connaissez la cellule qui est responsable de la pathologie et que vous raisonnez un tout petit peu, vous êtes allergologue, vous savez que l'IgE est collé à la surface de tous les mastocytes, et qu'à partir du moment où je prends de l'amoxicilline, je dois faire très rapidement une activation mastocytaire si elle passe par l'IgE. On est d'accord? Donc, quand je dis très rapidement, il y a cette chronologie-là qui est importante, 7h, 7h30, c'est très rapide, mais c'est surtout cette chronologie-là qui est importante. C'est-à-dire, elle a pris 3 jours de traitement, donc si elle avait, au moment du début de son traitement, des IgE spécifiques vis-à-vis de l'amoxicilline, eh bien, elle aurait fait, le premier jour, à 7h30, son urticaire aiguë. Vous me suivez? C'est bon? Donc, là, ça ne peut pas être allergique. Alors après, on vérifie, on fait les tests, parce que c'est important. Les tests sont négatifs, on redonne l'amoxicilline au patient et on confirme bien qu'il ne s'agit pas d'une hypersensibilité allergique. C'est bon? C'est parfait. Alors, on continue. On est au premier jour du traitement. Elle prend de l'amoxicilline 1 gramme à 7h du matin et elle fait cette urticaire aiguë à 11h du matin. Donc, qui pense que c'est allergique? Qui pense que ça n'est pas allergique? Qui s'abstient? Je ne voudrais pas qu'à la fin, il y ait que des abstentions quand même. Hein. C'est chez nous, ça, les abstentions. Hein. Donc, ça ne peut pas être allergique. Pourquoi?
À 7 heures, elle prend son comprimé d'amoxicilline. Bien sûr, c'est le premier jour du traitement. À 7 heures. Mais l'amoxicilline, très rapidement, s'est absorbée dans le tube digestif, ça passe dans le sang, et donc forcément, dans les minutes qui suivent, ou au moins on dit dans l'heure qui suit, ce qui est beaucoup trop, dans la demi-heure qui suit, dans le quart d'heure probablement, eh bien, elle devrait faire son urticaire si elle est allergique, cette urticaire. C'est bon? Bon. Alors, dernière hypothèse. Premier jour du traitement, elle prend son amoxicilline à 7h du matin, et à 7h30, elle fait une urticaire, mais surtout, en plus, il y a une urticaire des bronches, une urticaire du tube digestif. Qui pense que c'est allergique? Super. Qui pense que c'est pas allergique? Qui s'abstient? C'est allergique. Donc ça, c'est en effet, il y a tout un tas d'éléments pour dire que c'est allergique. Celui que je voudrais discuter là, c'est ça, surtout, qui est le plus important. Les grades 1, il y a beaucoup de travaux là-dessus, hein, nous on a déjà publié là-dessus, un grade 1 de l'anaphylaxie, ça n'est pas allergique. Une atteinte isolée cutanée, quand l'administration est systémique, ça n'est pas allergique. IgE. On est d'accord ou pas? Pourquoi on est d'accord? Parce que quand vous prenez votre amoxicilline, il descend, il est absorbé, donc il y a de l'amoxicilline dans le tube digestif. Forcément, il y a des mastocytes dans le tube digestif, il y en a même plus que dans la peau. Donc, il doit y avoir des signes digestifs. Ensuite, l'amoxicilline, elle est absorbée, elle passe dans le sang. Dans le sang, il y a un équivalent, entre guillemets, des mastocytes qu'on appelle les basophiles. Donc, il y a une activation basophile, il doit y avoir des signes systémiques. Et quand ça arrive dans la peau, ça arrive dans le poumon, ça arrive dans toutes les muqueuses, là où il y a beaucoup de mastocytes. Donc, il doit y avoir l'atteinte de plus d'un organe. C'est bon? Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Donc, une atteinte cutanée isolée lors de l'administration systémique, ça ne peut pas être allergique, IgE on dit. Hein. Et pourtant, ça s'appelle un grade 1 de l'anaphylaxie. Voilà, c'est ça qui nous gêne. C'est pour ça que nous, il faut qu'on raisonne. Il faut avoir un minimum de base pour pouvoir raisonner. On appelle ça le bon sens. Et pour éviter de considérer que tous les gens qui font une poussée d'urticaire induite par les médicaments, c'est de l'allergie. Le problème qu'on a en France, on a entre 1 et 2 millions de patients qui ont une maladie qu'on appelle urticaire chronique, hein, qui ont des mastocytes un peu fragiles. Ces 1 million de patients, ils vont faire automatiquement de l'urticaire aux aliments, de l'urticaire aux médicaments. Ça n'est pas de l'allergie alimentaire. Quand on dit allergie, on dit IgE, nous. Hein. L'allergie au conjoint, l'allergie au travail, ça n'est pas de l'allergie IgE. On est d'accord. C'est de l'hypersensibilité, mais ça n'a rien à voir avec une réponse immunologique due à des anticorps. Donc, il vaut mieux dire, alors quand je dis une urticaire isolée n'est jamais allergique, bien sûr que c'est faux. Peut-être 1%, peut-être 2% sera allergique. Mais il vaut mieux partir en disant une urticaire isolée n'est pas allergique et faire le bilan, tester, réintroduire, y compris à dose progressive, pour éviter tous les problèmes, que de dire toutes les urticaires aux médicaments sont allergiques. C'est bon? Voilà, c'est le point. Ce que vous appelez, alors nous les dermatologues, ce que certains appellent œdème de Quincke, nous appelons ça urticaire segmentaire du visage. M. Quincke a décrit l'œdème aigu, l'œdème angioneurotique héréditaire, il n'a jamais décrit l'urticaire segmentaire du visage. Quand vous tombez dans les orties, vous avez une urticaire segmentaire du visage, vous avez un œdème des mains et des pieds, c'est une urticaire. Donc quand on dit grade 1, signe cutané isolé, c'est une urticaire, l'œdème. Donc l'angioœdème, il ne faut pas le mettre dans le grade 2, sinon on est perdu. Hein. Donc il faut vraiment, c'est signe cutané isolé. Maintenant, je n'en veux pas aux jeunes internes qui passent dans le service, d'avoir quelqu'un qui arrive avec un œdème des mains, des pieds, et donc cet angioœdème, qui peut être extrêmement déformant. La personne est angoissée, oppressée, et l'interne va marquer, il y a des signes cutanés urticaires, c'est un grade 1, il y a un angioœdème, il y a des problèmes respiratoires, c'est un grade 2. C'est un grade 1. On a le droit d'avoir une oppression thoracique quand on est déformé et qu'on se regarde dans la glace. C'est bon? Si c'est pas bon, vous dites tout de suite. Hein. C'est pas bon? Vas-y. C'est bon? Parfait. Alors, donc bien sûr, on n'aura pas le temps de faire tout ça. Hein. Vous m'arrêtez bien quand c'est fini. Moi, j'ai 15 minutes encore.
J'ai mis mon chronomètre. Ce qui est important, mais on peut le faire là-dessus, le reste. Ce qui est important, c'est en effet, quand on parle d'hypersensibilité, il faut vraiment faire la différence entre la définition immunologique et la définition allergologique. Et en fait, moi je suis prof d'immuno, dermatologue, mais je préfère la définition allergologique parce qu'elle est beaucoup plus pratique pour les patients en particulier. Un patient qui vient, qui dit « je suis allergique à ça », je leur dis « écoutez, on va considérer que vous êtes hypersensible, on va faire un bilan et puis après on verra si vous êtes hypersensible allergique ou si vous êtes hypersensible non allergique. » Mais de toute façon, vous êtes hypersensible. Quelqu'un qui prend un aliment, un médicament ou quoi que ce soit, qui fait des signes respiratoires de type asthme, une urticaire, c'est quelqu'un d'hypersensible. Après, la question c'est de savoir s'il est allergique ou pas. Donc ça, c'est important, alors que les immunologistes, quand ils définissent l'hypersensibilité, ils le définissent, l'hypersensibilité immunologique, c'est en fait l'hypersensibilité allergique. On considère que des réactions inflammatoires qui sont dues à des anticorps ou à des lymphocytes T. C'est bon? Donc on parlera bien sûr des cellules mastocytaires, puisque c'est ce qu'on a commencé à discuter. Je ne suis pas sûr qu'on parle de Mast Cell Activation Syndrome, et donc les syndromes d'activation mastocytaire et les désordres d'activation mastocytaire, parce que ça c'est des grandes choses qui sont non pas compliquées à comprendre, hein. Il y a énormément de patients qui se plaignent en fait de troubles systémiques ou plutôt multi-organes d'activation lymphocytaire que nous avons appelé urticaire du tube digestif, urticaire. Je veux dire, ce sont des symptômes d'hypersensibilité immédiate qui vont toucher différents organes, qui embêtent la vie des patients et qui se caractérisent par le fait qu'ils ont des mastocytes dans tous les tissus qui ont un seuil d'activation qui est abaissé. Ce sont des patients pour lesquels les antihistamiques marchent très bien, avec donc les stabilisants mastocytaires peuvent aussi marcher, les antileucotriènes sont intéressants, et c'est vrai que ce sont des pathologies extrêmement fréquentes qui viennent chez l'allergologue, parce que le gastro-entérologue, une fois qu'il a éliminé les pathologies qu'il connaît, et bien forcément, il va vous envoyer les patients. Donc le diagnostic est très simple, c'est un prélèvement en crise sanguin pour faire un dosage de tryptase. C'est à répéter 2-3 fois, surtout avec une tryptase de base en dehors des symptômes. Et à partir du moment où la tryptase est augmentée, on rentre la symptomatologie dans la pathologie qu'on appelle le syndrome d'activation mastocytaire. Mais c'est vraiment des pathologies très fréquentes. L'urticaire chronique est un syndrome d'activation mastocytaire limité à la peau. Et forcément, ça se voit à la peau, donc c'est facile, en plus ça gratte beaucoup. C'est sûr que l'équivalent existe dans le tube digestif, mais ça ne se voit pas. Donc les patients vont avoir des crampes, vont avoir des douleurs, vont avoir des troubles du transit. C'est sûr que ça existe au niveau du poumon, il y a énormément de mastocytes au niveau du poumon. Simplement, ça ne se voit pas, donc c'est compliqué. Donc vraiment, ce dosage de tryptase, quand vous avez une arrière-pensée de syndrome d'activation mastocytaire, il faut le faire. Et encore une fois, ça n'est pas plus embêtant qu'une urticaire. Il suffit de mettre les patients un traitement avec des médicaments qui jouent contre les médiateurs inflammatoires produits par le mastocyte. C'est bon? Vous en voyez des pathologies que je discute là, des patients qui ont des troubles digestifs et qui sont améliorés par des antihistaminiques, hein, comme l'urticaire est amélioré par les antihistaminiques. Alors, et je ne sais pas si on arrivera à la fin, mais on va voir. Donc je vais sauter des choses. On a déjà discuté de ces définitions immunologiques et allergologiques des réactions d'hypersensibilité. Ça, c'est simplement pour rappeler la classification de Gallicums, type 1, type 2, type 3, type 4, dû à des anticorps, dû à des lymphocytes T, qui ne concernent que les hypersensibilités immunologiques, donc les hypersensibilités allergiques. Et ce qui est en train de se passer, c'est que petit à petit, on remplace l'effecteur de l'immunité adaptative, on appelle ça, les anticorps ou les lymphocytes T spécifiques, on les remplace par les cellules effectrices de la pathologie inflammatoire. Donc typiquement, l'hypersensibilité immédiate, on la définit comme l'activation des mastocytes et des basophiles. Et si on définit l'hypersensibilité immédiate comme ça, eh bien cette hypersensibilité immédiate, soit elle est allergique, et pour l'instant c'est encore parce qu'elle est due, elle implique l'IgE, le récepteur et un allergène, soit elle peut être non allergique, comme on voit ici. Là, c'est des mastocytes qui ont dégranulé sans qu'il y ait eu
intervention du système IgE, récepteur aux IgE et allergènes, c'est une hypersensibilité immédiate. Et c'est comme ça, en fait, pour tous les types d'hypersensibilité. Donc, dans quelques années, on risque de mettre vraiment les cellules effectrices plutôt que les molécules effectrices au centre de la classification des hypersensibilités. Alors, on en a parlé déjà 10 fois. Je passe ici. Les cellules mastocytaires, bien sûr qu'elles sont impliquées dans les réactions d'hypersensibilité immédiate, mais ce sont des cellules tellement anciennes, ces cellules qui ont été, enfin, ancestrales dans l'ontogénie, elles ont été gardées par tous les systèmes vivants. Elles sont indispensables, en fait, à l'ensemble des réactions inflammatoires. Et nous, on a beaucoup travaillé sur le rôle des mastocytes dans les hypersensibilités et en particulier dans les hypersensibilités retardées. Il n'est pas possible de faire un eczéma allergique de contact s'il n'y a pas de mastocytes. Alors, chez l'homme, c'est compliqué, mais dans tous les modèles expérimentaux, les souris sans mastocytes ne développent pas d'hypersensibilité retardée de contact. Dans les modèles de souris de dermatite atopique, et c'est la même chose dans l'asthme, et on parle de modèles où ce sont les lymphocytes T, ces fameux lymphocytes Th2 dont le professeur Aglabouille a parlé, là c'était un excellent exposé, merci beaucoup. Très clair. C'est pour activer des cellules Th2, il faut absolument des mastocytes, sinon on n'est pas capable d'induire la réponse inflammatoire due au lymphocyte T. Donc le mastocyte, quand on en parle, il est vraiment partout. Et là, j'avais juste repris un ensemble de maladies, je laisserai les diapositives si vous voulez, c'est facile, un ensemble de maladies dans lesquelles il y a sur le plan expérimental des démonstrations de l'implication des mastocytes dans la physiopathologie. Voilà, je vais peut-être passer cette diapositive pour parler des syndromes d'activation mastocytaire. Donc vous voyez que le mastocyte, eh bien, il peut être activé. On ne sait pas pourquoi le mastocyte va être activé uniquement dans un tissu et pas dans tous les tissus. Pourquoi l'activation mastocytaire peut donner des symptômes respiratoires, des symptômes ORL, des symptômes cutanés. Pourquoi les patients qui ont une urticaire chronique, ils n'ont pas un asthme ou des troubles digestifs associés, diarrhée, vomissement, on ne sait pas. On sait qu'ils peuvent avoir l'ensemble, ces patients-là sont rares, et qui ont à la fois de l'urticaire, à la fois des diarrhées, des vomissements et de la pathologie respiratoire, mais ça reste quand même, moi je veux dire, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans les mastocytes cutanés qui fait qu'ils vont être activables, eux, et pas les mastocytes d'autres tissus. Donc ça c'est l'activation localisée, donc toutes ces maladies font partie sont des maladies d'activation mastocytaire. Bien sûr, l'activation mastocytaire, elle peut être systémique, et là, il y a tout un tas, vous connaissez bien l'anaphylaxie idiopathique, et puis des pathologies qui sont beaucoup plus rares et beaucoup plus embêtantes. Donc ça, on n'en parlera pas. Et quand on parle, l'exemple que je vous ai donné de syndrome d'activation mastocytaire, la définition est extrêmement simple, ça je pense que vous la connaissez très bien. C'est la survenue par poussée de symptômes qui touchent plusieurs systèmes, qui sont concordants avec une activation mastocytaire. C'est le fait qu'il y a une augmentation du taux sérique de tryptase au moment des poussées, et c'est le fait qu'il y a une réponse des patients à des médicaments qui ciblent les médiateurs mastocytaires. Parfait. Donc on laisse tomber les autres types d'hypersensibilité, on revient à l'hypersensibilité immédiate, et on revient surtout à ce schéma où il y a ce mastocyte qui est activé et qui va donner donc les symptômes cliniques qui suivent son activation. C'est extrêmement simple. Quand l'activation est liée à IgE allergène, récepteur aux IgE, on appelle ça une hypersensibilité immédiate allergique. Quand l'activation ne passe pas par ce système IgE récepteur, on appelle ça hypersensibilité non allergique. Donc ça, c'est un schéma qui on est centré sur le mastocyte, et ne sont exposés que quelques-uns des récepteurs que l'on connaît à la surface des mastocytes. Juste pour donner des exemples, on parle de ça, bien sûr, IgE, ici, IgE, sur le récepteur aux IgE, et vous voyez que ça n'est pas le seul récepteur immunologique des mastocytes. Il y a bien sûr des récepteurs aux IgG qui sont capables de lier les complexes immunocirculants. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appellerait les récepteurs immunologiques, mais c'est celui-ci
qui, lorsqu'il est impliqué, induit la réponse que nous appelons pour l'instant allergique. On ne dit pas encore réponse allergique quand il y a une activation mastocytaire par des IgG spécifiques. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire un... J'étais là? J'étais là. Donc c'est vrai qu'on sait qu'on peut faire l'activation mastocytaire par des IgG spécifiques, mais voilà, le terme allergique n'est pas encore arrivé pour ce type d'activation. Donc activation immunologique, et tout ça, bien sûr, c'est l'activation non immunologique des mastocytes. Et les bactéries, on en a parlé, les champignons sûrement sont capables d'activer directement, les composés du complément, les anaphylatoxines, les opiacés, la codéine, tout un tas de récepteurs pour l'interaction cellulaire, et puis alors ce récepteur magnifique, là, MRGPRX2, qui est un récepteur qui est capable de lier tout un tas de peptides, et surtout qui est capable de lier des médicaments. En fait, c'est un récepteur qui va être accommodé par des molécules en fonction de leurs propriétés physico-chimiques, ce n'est pas une reconnaissance immunitaire. Et donc, par exemple, les quinolones, les curares, sont capables d'aller lier ce récepteur et induire l'activation mastocytaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce récepteur, il y a énormément d'études maintenant dessus. Il y a tout un tas de médicaments qu'il est capable de lier. Il y a tout un tas de médicaments qu'il ne lie pas. Il ne lie pas les bêta-lactamines. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et il y a très certainement, à la surface des mastocytes, des récepteurs qui ne lient pas les bêta-lactamines, puisque les bêta-lactamines sont la première cause d'activation mastocytaire à l'origine de l'urticaire aux médicaments. C'est vraiment l'urticaire aux bêta-lactamines qui est le plus important. Par contre, on ne sait pas toujours comment ça marche, quand ça ne marche pas par le système IgE. C'est bon? Alors, quel que soit ce qu'il faut comprendre, l'activation immunologique ou non immunologique du mastocyte, il va y avoir des conséquences. Les conséquences, c'est la phase immédiate, dégranulation, on appelle ça, libération d'un ensemble de médiateurs. Et puis, il va y avoir la phase semi-retardée, la phase retardée, avec production de leucotriène prostaglandine, 6 heures, 9 heures après l'activation, et puis production de cytokine, chimiokine, 9 heures, 12 heures, 16 heures après l'activation. Et ça explique toutes les formes d'urticaire que l'on voit. Alors moi je parle d'urticaire, mais ça explique toutes les formes d'activation mastocytaire que vous devez voir. Vous avez probablement une activation mastocytaire dans le poumon qui donne des choses extrêmement rapides et transitoires, le Will and Flare, et puis des choses qui vont donner des présentations cliniques pulmonaires un tout petit peu différées, voire qui durent beaucoup plus longtemps. Et s'il faut bien comprendre ces différents types d'activation, c'est d'abord pour comprendre la pathologie, mais c'est aussi parce qu'on a tout un tas de traitements contre ça. Ça, c'est les antihistaminiques. Ici, ça va être les antileucotriènes, mais les anti-inflammatoires parfois marchent très bien dans certaines formes d'urticaire. Et puis ici, c'est tous les immunosuppresseurs. Cyclosporine, tacrolimus, sont des médicaments qui sont extrêmement efficaces pour bloquer la production de cytokines et de chimiokines par des mastocytes quand ils sont activés. Donc là, c'est important de pouvoir être capable de réfléchir un petit peu. Ici, je vous montre donc les prix-tests au pneumallergène chez un atopique. Vous voyez qu'il réagit. Il y a plusieurs choses très importantes sur cette photo. Vous voyez que j'ai 3 lésions d'urticaire, vous êtes d'accord, hein? Les prick-tests, c'est une lésion d'urticaire. Et vous êtes incapable de faire la différence entre la lésion allergique, qui est donc le prick positif au 5 graminé, et les lésions d'urticaire non allergiques, qui sont le témoin à la codéine. La codéine, elle va aller sur son récepteur à la codéine, et elle induit la dégranulation mastocytaire exactement identique à ce que fait l'allergène. Et puis l'histamine elle-même qui va aller sur les vaisseaux et qui va donner cette lésion d'urticaire. Vous ne pouvez pas séparer les trois. Donc quand vous voyez un patient, vous ne pouvez pas faire la différence entre allergie et non-allergie. C'est vraiment d'autres, c'est l'anamnèse bien sûr, et puis tous les tests que l'on a qui vont être capables de faire la différence. Donc ça c'est pour illustrer ce qu'on appelle la phase immédiate. Le prick-test au bout d'1 heure, ils sont négatifs. Donc pourquoi est-ce que les prick-tests au bout d'1 heure sont négatifs? Parce que probablement on n'a pas activé suffisamment le mastocyte. Le prick-test, il injecte de très petites quantités d'allergènes, il active le mastocyte et puis il n'est pas capable il n'y a probablement pas assez d'allergènes pour pousser l'activation jusqu'à la phase tardive. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la phase tardive, on la connaît très bien. Toutes les personnes qui font de la désensibilisation, ils savent très bien que quand ils injectent l'allergène, c'est pas un prick, hein. C'est une sous-cutanée ou une intradermique.
eh bien, ils vont avoir la réponse immédiate qui va durer quelques heures, on va dire. Et puis, au bout d'un certain temps, s'ils n'ont pas prévenu le patient va avoir se développer cette réponse tardive. Ici, vous voyez, qui démarre vers 8 heures, qui va durer quelques heures, et qui n'a rien à voir. Ça, les antihistaminiques ne sont absolument pas efficaces là-dessus. Si on veut éviter ça, ce sont vraiment des immunosuppresseurs qui sont capables de l'éviter, parce que ça passe par des cytokines, chimiokines, le recrutement de lymphocytes T, l'arrivée des eosinophiles, etc. C'est bon? C'est parfait. Où est-ce que j'en suis, s'il vous plaît? Alors, quand on transforme ça en urticaire, encore une fois, le dermatologue, nous, on est là, on observe, donc c'est facile. Hein. Nous, ce que je vous explique, la manière dont on active les mastocytes, ça explique toutes nos formes d'urticaire. C'est une pathologie, et si je parle en particulier de l'urticaire chronique, c'est vraiment une pathologie qui est extrêmement fréquente. On a des urticaires simples, comme je vous l'ai montré avant, et puis on a des phases, on a des urticaires tardives, des phases tardives de l'activation mastocytaire. Ce qu'on appelle, nous, l'urticaire retardé à la pression. Hein. Les patients qui partent, les individus qui vont faire un trekking, qui vont faire une marche avec un sac à dos, qui reviennent au bout de 3-4 heures, ils vont très bien, et puis 3 heures, 4 heures après, ils commencent à avoir vraiment des lésions extrêmement douloureuses sur tous les points de pression, urticaire retardé à la pression, sans urticaire aigu. C'est vraiment typique de cette phase tardive de l'hypersensibilité immédiate. Ça, c'est un patient. Je suis passé la veille pour entourer sa plaque d'urticaire, et vous voyez que le lendemain, il a vraiment pratiquement la même plaque d'urticaire, c'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est une lésion qui est fugace, c'est une lésion qui dure 2-3 jours, et là aussi, cyclosporine est absolument magnifique. Ça explique bien entendu tout un tas d'urticaires physiques en particulier. Et cette diapositive est simplement là pour montrer que là, on n'a pas affaire à un œdème de Quint, et on est vraiment dans de l'urticaire du visage. Ce sont des patients souvent qui ont ça au réveil au niveau des lèvres, parce que quand on ronfle, on balle, c'est ce qu'on appelle nous des urticaires vibratoires. On a des patients, nous, qui ont soi-disant l'œdème de Quint. C'est une urticaire de la luette, ce sont des ronfleurs qui en pleine nuit se réveillent parce qu'ils ont une luette qui est monumentale, mais c'est aussi une urticaire vibratoire qui est due au ronflement. Il suffit de leur enlever la luette et ils n'ont plus de problème d'œdème de Quint. Et la luette s'enlève très bien. Et ce que je voulais, en remettant ce schéma-là, quand on parle d'urticaire, vous savez qu'on parle d'urticaire auto-immune, on parle d'urticaire atopique, les deux grandes causes. Hein, auto-immune, il y a des anticorps anti-récepteurs des mastocytes. Atopiques, ce sont des patients qui ont beaucoup d'IgE, qui ont tout un tas de choses, dont les moisissures, et donc qui ont des mastocytes qui sont actifs en permanence. Et bien en fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il y a tellement de récepteurs qui existent, et tellement de récepteurs probablement à découvrir, que cette occupation constante des récepteurs participe à la préactivation mastocytaire. Donc avec ça, vous prenez 1 gramme d'amoxicilline, 1 gramme de paracétamol, ou simplement vous grattez la peau et vous induisez l'activation complète des mastocytes, donc vous induisez une poussée d'urticaire. Alors encore une fois, je parle d'urticaire, hein, vous, comme il y a beaucoup de pneumologues, il faut le transférer en tous les polluants, tous les toxiques que vous respirez, qui sont capables d'aller préactiver les cellules, et qui, voilà, c'est un ensemble de cofacteurs qui font que les mastocytes se fragilisent petit à petit. Donc ça, c'est l'article original, il faut absolument aller le lire, cet article, il est exceptionnel, sur ce récepteur MRGPRX2 qui lie énormément de molécules. Et les derniers articles, c'est fantastique, hein. Quand un tissu vit, les cellules libèrent tout un tas de cellules mortes, les tissus libèrent des cellules mortes qui vont être dégradées, les protéines vont être dégradées, ça va donner donc des self-peptides. Eh bien, ces self-peptides dégradés des protéines sont capables d'aller se lier au récepteur MRGPRX2 et d'activer les mastocytes. Donc c'est pour dire que quand on réfléchit à comment se fait l'activation mastocytaire dans les pathologies où le mastocyte est impliqué, il y a vraiment énormément de possibilités, et là aussi une possibilité alors on ne va pas dire que c'est une maladie auto-immune, on va dire que c'est une maladie auto-inflammatoire, où des self-peptides vont être capables d'aller se fixer sur ce récepteur MRGPRX2. Je vais passer directement à la fin. Je vais m'arrêter ici.
Travail magnifique des scientifiques de Toulouse, Nicolas Godenzio, qui compare, parce que pourquoi est-ce que l'activation, l'hypersensibilité non allergique à l'amoxicilline, l'urticaire à l'amoxicilline, non allergique, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sévère? Alors que l'urticaire allergique, pourquoi est-ce qu'elle est sévère? Je schématise. Nous, on a travaillé là-dessus. Quand on prend 100 patients qui font des lésions d'urticaire à l'amoxicilline et qu'on fait l'intégralité du bilan, on leur redonne le médicament, il y en a 95 sur 100 qui ne sont pas allergiques, il y en a 5 sur 100 qui sont allergiques, et ceux qui sont allergiques, ils n'ont pas qu'une urticaire. Ils ont fait des troubles digestifs, ils ont fait des troubles respiratoires et autres. D'accord? Donc la question, vraiment, c'est pourquoi est-ce que quand on fait une urticaire non allergique, eh ben, elle ne touche que la peau et il n'y a pas de signe systémique. Ce travail est exceptionnel. On est in vitro et on est in vivo chez la souris. Il compare l'activation mastocytaire par les deux voies. Il compare l'activation mastocytaire par le système IgE récepteur aux IgE et l'activation mastocytaire par le système MRGPRX2. Quand ils activent les mastocytes par IgE récepteur, eh bien, ils s'aperçoivent, c'est ce qu'on appelle de l'imagerie intravitale, ils s'aperçoivent que les mastocytes vont dégranuler sous forme de gros granules extrêmement irréguliers. Et ces gros granules, eh bien, on va les retrouver, ils vont être drainés par la lymphe, on va les retrouver au niveau du ganglion sympathique, où ils vont relarguer les médiateurs dans le ganglion sympathique. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une réponse qui est locale, bien sûr, régionale, mais surtout systémique. C'est bon? A l'inverse, quand vous activez par l'intermédiaire de MRGPRX2, eh ben vous activez le mastocyte qui va faire des petits granules, et qui va faire exclusivement une réponse locale. Vous ne retrouvez pas dans le ganglion ni de granules, ni, ou vous en retrouvez un petit peu, mais très peu de médiateurs qui viennent de la dégranulation au niveau du tissu. Et c'est comme ça qu'on est en train d'expliquer la différence qu'il y a entre l'activation mastocytaire non allergique et l'activation mastocytaire allergique. Donc vous m'avez demandé de traiter des cellules de l'allergie, je me suis concentré sur le mastocyte parce qu'il y a déjà tellement de choses que je voulais vous faire passer sur cette cellule que dans quelques années, on verra les autres cellules de l'allergie, si vous le voulez bien. Un grand merci pour votre attention.